Bonjour, mon nom est Yael Lévy-Mazloum. Dans cette présentation, je vais vous parler du coronavirus félin et de la péritonite infectieuse féline. La péritonite infectieuse féline, ou la PIF, est une maladie virale mortelle du chat causée par le coronavirus félin. Dans cette présentation, nous allons premièrement nous intéresser au coronavirus félin. Puis, nous nous focaliserons sur les porteurs sains du coronavirus félin et sur le développement de la PIF. Une troisième partie fait un tour d'horizon des différentes méthodes de diagnostic de la PIF. Enfin, nous nous concentrerons plus précisément sur la prise en charge et la prévention de la PIF. Le coronavirus félin est un virus enveloppé à acide ribonucléique simple brun à polarité positive. Il appartient à la famille des coronaviridae de l'ordre des nidovirales. Les coronavirus sont les virus qui possèdent le plus grand génome à ARN qui s'étend de 27 à 32 kilobases. Ils codent pour une réplicase et 4 protéines structurales, dont la protéine de surface, ou le spicule S, permettant au virus son attachement à la cellule et la pénétration de celle-ci. Une protéine membranaire M, une protéine de nucléocapside N qui maintient la structure hélicoïdale du génome, et enfin, une protéine d'enveloppe E. Il code aussi pour plusieurs protéines non structurales, NSP. Bien que les coronavirus aient été identifiés pour la première fois dans les années 1950, ce n'est qu'en 2003, avec l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS chez l'être humain, que des recherches approfondies ont été lancées. Les coronavirus des chauves-souris ont la plus grande diversité génétique et sont plus vieux que les coronavirus d'autres espèces animales. De plus, la croissance des coronavirus au sein des chauves-souris est constante et ne cause aucun symptôme particulier d'infection. Par contre, chez les oiseaux, les mammifères et même les humains, l'infection au coronavirus est épidémique et peut causer des symptômes respiratoires, gastro-intestinaux et neurologiques. C'est pourquoi, sachant que les zoonoses sont principalement dues à des virus à ARN, les chauves-souris sont probablement les réservoirs naturels des coronavirus. Les coronavirus sont classés en plusieurs groupes qui sont basés sur des analyses sérologiques et plus récemment sur des analyses génétiques. Conjointement avec d'autres études, Perlman et Netland classent le coronavirus félin dans le groupe 1 des coronavirus et plus précisément dans le sous-groupe 1A avec le coronavirus canin et le coronavirus de la gastro-entérite transmissible porcine. Les analyses sérologiques et génétiques ont pu séparer le coronavirus félin en deux types, le coronavirus félin de type 1 et le coronavirus félin de type 2. Afin d'expliquer cette distinction en deux sérotypes, Perlman et Netland évoquent la théorie de la transmission interespèce des coronavirus. Le coronavirus félin, le coronavirus canin et le coronavirus de la gastro-entérite transmissible porcine présentent des signes de recombinaison génétique qui auraient eu lieu entre eux à l'intérieur d'un même hôte. Ainsi, le coronavirus de type 2 résulterait d'une recombinaison génétique entre le coronavirus félin de type 1 et le coronavirus canin de type 2. Cependant, le type 1 est plus commun et montre une prévalence supérieure à 80% chez les chats infectés, tandis que le type 2 apparaît, lui, moins fréquemment. L'infection au coronavirus félin peut se manifester de différentes manières. Elle peut rester asymptomatique, peut déclarer une faible entérite ou même causer la PIF. Malgré le fait que le coronavirus félin ait une séroprévalence élevée dans la population féline, seulement 5 à 12% des chats infectés développent la PIF. Aussi, dans la littérature, deux biotypes du coronavirus félin sont distingués. Le coronavirus entérique félin, qui est endémique, bénin et qui n'est généralement pas associé à des symptômes cliniques, ainsi que le coronavirus de la péritonite infectieuse féline, qui est, lui, sporadique et létal. Il proviendrait du coronavirus entérique félin,
soit par mutation in vivo du coronavirus entérique félin, soit comme coronavirus entérique félin virulent. La source principale des coronavirus félins se trouve dans les fesses et dans la litière des chats infectés. Par conséquent, la transmission se produit majoritairement de manière orofécale. Par contre, la salive joue un rôle mineur dans la transmission, à l'inverse des autres virus félins tels que le virus de l'immunodéficience féline ou le virus de la leucose féline. En plus, le coronavirus félin peut survivre dans un environnement sec 7 semaines et peut donc également être transmis de manière indirecte via les objets des animaux, les chaussures, les mains, les habits et même lors d'expositions félines. Cependant, le coronavirus félin est rapidement rendu inactif par la majorité des détergents ménagers et désinfectants. La transmission transplacentaire, par contre, est décrite comme très rare et surviendrait dans le cas où la chatte développerait la PIF durant sa gestation. Étant donné que le coronavirus félin est transmis par voie orofécale, l'infection a primairement lieu à travers le nez et le pharynx. Les coronavirus félins se répliquent dans un premier temps dans les cellules épithéliales du pharynx, dans les cellules épithéliales respiratoires et dans les cellules épithéliales intestinales, ainsi que dans leurs nœuds lymphatiques régionaux. Ensuite, l'infection des monocytes et macrophages mène à une virémie qui dissémine les virus dans les organes. Kippa-Réal examine la distribution et la concentration virale dans les différents compartiments intestinaux et dans les organes chez des chats infectés par voie orale par un coronavirus félin avirulent, le coronavirus entérique félin. À différentes périodes, du jour 14 au jour 80 après l'infection, ils ont également procédé à d'autres mesures telles que l'excrétion virale fécale et la présence de virémie. Tous les chats expérimentalement infectés sont restés cliniquement sains. Aucun changement indiquant la PIF n'a été aperçu. Kippa-Réal montre que le coronavirus entérique félin peut infecter l'intestin entier, mais que le côlon est le site majeur de persistance du virus. De plus, il décèle la présence d'antigènes du coronavirus félin à haute concentration dans les cellules épithéliales prismatiques du côlon. Comme l'antigène viral semble être uniquement présent dans l'épithélium intestinal superficiel du côlon, Kippa-Réal explique que la transmission de cellule à cellule peut être le mode de persistance choisi par le coronavirus entérique félin. En plus du côlon, le foie et les nœuds lymphatiques mésentériques sont plus fréquemment infectés que les autres organes. Comme nous montre ce graphique, les nœuds lymphatiques mésentériques possèdent une concentration élevée comparée aux autres tissus lymphatiques tels que la rate, les amygdales et le thymus. Cette découverte indique une distribution principalement locale du virus, de l'intestin aux nœuds lymphatiques régionaux, via la lymphe. Quant à la forte présence du virus dans le foie, elle est expliquée par le fait que la veine porte y conduit le sang depuis les intestins. Une association entre la persistance virale dans l'intestin et l'excrétion fécale du virus est aussi démontrée. Tous les chats excrètent le coronavirus entérique félin de manière constante entre les jours 2-3 et le jour 17, et de manière intermittente, voire nulle, par la suite. Ceci s'explique principalement par le fait qu'en début d'infection, tous les compartiments de l'intestin grêle, le duodénum, le jéjunum et l'iléum sont infectés en plus du gros intestin, le côlon, et présentent une concentration virale élevée. Cependant, comme le côlon est le site de persistance du virus et que la suppression virale a lieu tardivement, une réinfection de l'intestin grêle par le côlon peut permettre une nouvelle excrétion virale. Ceci explique la possible excrétion virale fécale intermittente après le jour 17 d'infection. Ces résultats attestent donc que les porteurs sains peuvent représenter une source constante de coronavirus félin par l'excrétion fécale. La présence de virémie est vérifiée dans le sang, le plasma et les monocytes de manière hebdomadaire par RT-PCR de l'ARN du coronavirus félin.
Un pic de virémie apparaît une semaine après l'infection et décline par la suite. Aucun chat ne semble être virémique pendant l'entière période de test. La présence d'ARN du coronavirus félin dans les organes sans virémie détectable indique que le virus peut infecter et persister dans les cellules autres que les monocytes et entérocytes. Bien que la présence d'antigènes du coronavirus félin ne soit pas démontrée dans les nombreuses cellules hépatiques de Kupfer, Kippa Real insiste sur le fait qu'elle pourrait, malgré tout, être responsable de la forte concentration virale dans le foie, particulièrement chez les chats non virémiques. La figure C prouve, contrairement au foie, la présence d'antigènes viraux dans les macrophages intravasculaires pulmonaires des poumons d'un chat non virémique. Ces macrophages pourraient, selon Kippa Real, représenter des sources de virémie récurrentes chez les chats infectés par le coronavirus félin en libérant à nouveau les virus dans le sang et en les transmettant aux monocytes. En effet, l'expérience souligne qu'au jour 80, un plus grand nombre d'organes est positif au coronavirus félin comparé au jour 40, signalant ainsi une infection des organes par une virémie récidivante. Chez les chats asymptomatiques, le coronavirus entérique félin se réplique majoritairement dans les cellules intestinales et persiste dans le côlon. Chez les chats atteints de la PIF, l'infection est, à l'inverse, essentiellement systémique. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline a une plus grande affinité pour les monocytes et les macrophages que pour les entérocytes. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline a donc pour cible des cellules différentes au coronavirus entérique félin et deux théories opposées tentent d'en expliquer la raison. La première hypothèse est celle de la mutation interne ou in vivo du coronavirus entérique félin, donnant ainsi une virulence au coronavirus entérique félin et lui permettant de développer la PIF. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline proviendrait, dans ce cas, d'une mutation du coronavirus entérique félin à l'intérieur du chat infecté. La deuxième hypothèse est celle de la circulation externe de deux virus distincts, le coronavirus entérique félin avirulent et le coronavirus entérique félin virulent, nommé le coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Ici, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline n'aurait aucun lien avec le coronavirus entérique félin. Comme tous les virus à ARN, les coronavirus sont particulièrement enclins aux mutations. Lors de la réplication de l'ARN viral, une enzyme, l'ARN polymérase, laisse naître en moyenne une mutation par 10 000 nucléotides. Le génome des coronavirus représente environ 30 000 nucléotides, ce qui voudrait dire qu'à chaque cycle de réplication, 3 mutations ont lieu. Ces mutations pourraient donner au coronavirus entérique félin sa virulence et induire la PIF. Plusieurs études ont tenté d'identifier la mutation responsable de la pathogénèse de la PIF. Elles ont suggéré des différences de séquence dans la protéine de surface et dans les protéines non structurales. L'infection des macrophages est un facteur de virulence essentiel dans la pathogénèse de la PIF. Alors que les coronavirus entériques félins non virulents se répliquent principalement dans les cellules intestinales, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline ont acquis la possibilité de se répliquer de façon efficace dans les macrophages, ce qui permet une rapide dissémination du virus virulent à travers le corps. Afin d'identifier la cause génétique de ce tropisme pour les macrophages, Rottier et al. Ont procédé à des recombinaisons d'un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 avec un coronavirus entérique félin de type 2 génétiquement proche. La capacité des virus hybrides à infecter les macrophages a été mesurée. Dans l'expérience,
le coronavirus entérique félin, ainsi qu'une recombinaison sauvage du coronavirus de la péritonite infectieuse féline ont également été utilisés comme virus de contrôle. Cette figure nous dévoile que les coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassortis avec le groupe de gènes 3A au gène de la nucléocapside du coronavirus entérique félin infectent fortement les macrophages. Il en est de même pour les coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassortis avec le gène de la polymérase du coronavirus entérique félin. De façon similaire, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline où il manque le groupe de gènes 3ABC ou 7AB infectent tout aussi bien les macrophages. De ce fait, nous pouvons déduire que ces gènes ne sont pas utiles au coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 pour infecter les macrophages. Par contre, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassorti avec le gène du spicule du coronavirus entérique félin montre une très faible infection des macrophages. Ainsi, le spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 apparaît être déterminant à l'infection des macrophages. Rottier et al. Ont également voulu déterminer quelle région du spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 permet leur tropisme pour les macrophages. Le spicule comporte deux régions principales. La région N-terminale, qui sert à reconnaître les récepteurs viraux, et la région C-terminale, qui joue un rôle essentiel dans la fusion des membranes. Cette figure nous montre clairement que le spicule du coronavirus de la péritonite infectieuse féline, réassorti avec la région N-terminale du coronavirus entérique félin, infecte les macrophages de manière comparable au coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle. Cependant, s'il est réassorti avec la région C-terminale du coronavirus entérique félin, l'affinité pour les macrophages s'avère être faible, donc analogue à celle du coronavirus entérique félin de contrôle. Le résultat nous confirme ainsi que la partie C-terminale du spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 est responsable de leur tropisme. Comme la région C-terminale du spicule joue un rôle dans la fusion des membranes, nous pouvons retenir que la différence d'affinité des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et des coronavirus entériques félins pour les macrophages n'est pas due à l'utilisation de différents récepteurs viraux. La divergence a lieu au niveau de l'entrée cellulaire. Comme le sérotype 1 est plus commun dans la population féline, Chang et al. Ont voulu apprendre si l'acquisition du tropisme pour les macrophages chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 1 induit les mêmes principes que chez le sérotype 2. En se focalisant uniquement sur le gène du spicule, il montre que la différence de nucléotides entre les coronavirus entériques félins et les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de sérotype 1 se trouve également dans plus de 95% des cas dans la région C-terminale du spicule. Pourtant, Chang et al. Affirment que si seules ces mutations permettaient au coronavirus entérique félin de type 1 d'acquérir leur virulence, la PIF serait une maladie plus fréquente. De ce fait, d'autres mutations semblent toutefois nécessaires au coronavirus entérique félin pour déclencher la maladie de la PIF. La récente expérience menée par Chang et al. Sur 27 chats infectés par le coronavirus entérique félin et 28 chats atteints de la PIF découvre que l'expression de la protéine non structurale 3C est indispensable à la réplication intestinale du coronavirus entérique félin, mais pas obligatoirement nécessaire à la réplication systémique du coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Alors que le gène 3C reste sans exception intact chez tous les coronavirus entériques félins, il est généralement muté chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline. En effet, leurs résultats
montre les différentes mutations du gène 3C observées chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline dans les tissus lésés des chats atteints de la PIF. Nous pouvons constater que la délétion de nucléotides dans le gène 3C est la mutation la plus fréquente en comparaison avec les mutations non-sens, les insertions et les combinaisons de celles-ci. La plupart de ces mutations résultent en une fin prématurée de la translation. Toutefois, étant donné que ces mutations n'apparaissent pas chez tous les coronavirus de la péritonite infectieuse féline, elles ne semblent pas être les seules causes directement responsables de la PIF. Dans leurs résultats, nous pouvons voir que Chang et al. Ont aussi analysé les fesses des chats atteints de la PIF. Dans la majorité des échantillons, l'ARN du coronavirus félin n'était pas perceptible même avec l'utilisation d'une RT-PCR à haute sensibilité. Ils expliquent ces résultats par le fait que la PIF, en causant la mutation du gène 3C, supprime l'infection primaire intestinale au profit de l'infection systémique ou la réduit à un faible niveau non décelable. Par contre, chez 29% des chats atteints de la PIF, l'ARN du coronavirus entérique félin demeure intact. Et dans seulement 0,06% chez le chat numéro 12, l'ARN muté du coronavirus de la péritonite infectieuse féline se retrouve dans leurs fesses. Ce dernier résultat expliquerait la faible incidence des cas de PIF, puisque les coronavirus de la péritonite infectieuse féline ne se répliquent que très rarement dans l'intestin et n'est, par conséquent, qu'exceptionnellement excrété dans les fesses. Afin d'expliquer la présence d'ARN du coronavirus entérique félin dans les selles des chats malades, Chang et al. Suggèrent une superinfection de ceux-ci par les coronavirus entériques félins des chats asymptomatiques présents dans leur environnement. En effet, nous pouvons percevoir dans le groupe C que chez le chat numéro 107 atteint de la PIF, la séquence du gène 3C du virus systémique est génétiquement plus proche de celle du coronavirus entérique félin du chat numéro 179 vivant dans le même milieu que lui. Alors que le virus intestinal est identique au coronavirus entérique félin de ses compagnons numéro 113 et 176. Ainsi, nous pouvons imaginer que le chat numéro 107 a été premièrement infecté par le coronavirus entérique félin 179, qui a muté, a quitté l'intestin et a induit la PIF. Il a ensuite été doublement infecté par les coronavirus entériques félins 113 et 176. Ces résultats soulignent que les porteurs sains favorisent les superinfections des chats atteints de la PIF. Néanmoins, ces superinfections ne contribuent pas à la pathogenèse de la PIF. En conséquence, les porteurs sains peuvent représenter une source de confusion importante dans l'interprétation des données épidémiologiques et moléculaires de la maladie. L'existence de coronavirus entérique félin bénin et de coronavirus entérique félin pathogène circulant librement dans la population féline est une hypothèse alternative à celle de la mutation in vivo du coronavirus entérique félin. Elle est moins populaire du fait que la PIF survient de manière sporadique et que les épidémies à l'intérieur des populations félines domestiques sont peu fréquentes. Néanmoins, quelques analyses phylogénétiques et quelques comparaisons post-mortem entre les coronavirus félins intestinaux et systémiques remettent en question la théorie de la mutation. Afin de voir si deux formes génétiquement distinctes de coronavirus entérique félin coexistent dans l'environnement, une avirulente et une virulente, Brown et al. Ont effectué des analyses épidémiologiques et moléculaires sur les séquences virales de 4 gènes du coronavirus félin chez des chats infectés cliniquement sains et des chats atteints de la PIF. Les chats provenant des fermes du Maryland ou des hôpitaux vétérinaires de la région
ont soit été suspectés d'avoir la PIF, soit ont été en contact avec des chats malades. Les analyses phylogénétiques, c'est-à-dire l'étude des relations de parenté entre les gènes des virus présents, démontrent que 3 des 4 gènes des chats sains infectés par le coronavirus entérique félin détiennent des caractéristiques monophylétiques qui sont distinctes des chats atteints de la PIF. La monophylie entre les gènes des chats asymptomatiques signifie que les gènes des coronavirus entériques félins ont une souche commune, qui est phylogénétiquement différente de celle des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. La monophylie présente dans ces 3 gènes soutient l'hypothèse de la circulation de 2 virus génétiquement différents, car les coronavirus entériques félins avirulents n'induisent aucun symptôme et les coronavirus entériques félins virulents ou coronavirus de la péritonite infectieuse féline déclenchent, eux, la PIF. Bien qu'un fort signal phylogénétique différencie les cas de PIF des cas asymptomatiques, Brown et al. Ont cependant observé que la séquence virale du gène de polymérase 1A exprime un caractère paraphylétique contrairement aux 3 autres gènes. Comme l'illustre la partie A, la paraphylie révélée dans un des 4 gènes dévoile que les coronavirus entériques félins seraient génétiquement liés au coronavirus de la péritonite infectieuse féline du même environnement, et soutiendrait donc la théorie de la mutation. A l'inverse, la monophylie visible dans la partie B est confirmée dans 3 des 4 gènes. Elle sépare distinctement les coronavirus entériques félins des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et soutient la théorie de l'existence de 2 virus génétiquement différents. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, bien que l'infection bénigne avec le coronavirus entérique félin montre une légère virémie, elle est largement limitée aux intestins, en opposition au coronavirus de la péritonite infectieuse féline qui se dissémine à haute concentration dans le corps des chats malades. Suite à ces découvertes, Dye et Siddle ont fait une comparaison post-mortem de l'ARN viral présent dans le jéjunum d'un chat atteint de la PIF avec celui présent dans son foie et avec un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2. Ceci leur permet de déterminer si le virus intestinal est réellement différent du non intestinal lors de la PIF ou s'il s'agit du même virus. Il est intéressant de noter que les séquences de nucléotides et d'acides aminés du coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat et du coronavirus félin présent dans son foie sont identiques à 100%. Il s'agirait donc du même virus. De plus, la comparaison du coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat avec le coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle révèle que les acides aminés de la plupart des protéines structurales et non structurales sont conservés à plus de 90%. Les seules différences entre eux se trouvent dans la protéine S et dans les gènes 3A et 3B. Sachant que 80 à 90% des coronavirus félins sont du sérotype 1, le coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat l'est probablement aussi, ce qui expliquerait la diversité avec le gène S du coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle. Concernant les gènes 3A et 3B, la différence est due à une délétion de 65 acides aminés chez le coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle, qui a vraisemblablement eu lieu durant ses passages dans les cultures cellulaires. Par contre, le gène 3C est défectueux chez les 2 virus, alors que le gène 7B est intact. Ainsi, tous ces résultats sont en forte opposition à la théorie de la mutation interne. Cependant, Dye et Siddle nous rappellent qu'un autre facteur particulier pourrait expliquer ces résultats. En effet, il est possible qu'une seconde population virale minoritaire, par exemple celle des coronavirus entériques félins avirulents présentes dans le jéjunum du chat, n'ait pas été diagnostiquée à cause de sa faible concentration. Effectivement, en fin de stade de la PIF,
Les coronavirus de la péritonite infectieuse féline sont capables de se répliquer de manière incontrôlable et migrent à nouveau dans l'intestin, où leur concentration virale peut excéder celle des coronavirus entériques félins intestinaux. Le statut immunitaire du chat joue un rôle décisif dans la pathogenèse de la PIF. Effectivement, suite à plusieurs expériences et observations, il a été démontré qu'une immunosuppression et que le stress favorisent le développement de la PIF. L'âge du chat, ainsi que l'environnement dans lequel il vit, semblent également être décisifs. Afin de nous faire prendre conscience de l'importance du statut immunitaire dans la pathogénèse de la PIF, Polland et al. Ont mené une expérience sur 2 groupes de chats au statut immunitaire divergent. Alors que le premier groupe de chats est chroniquement atteint du virus de l'immunodéficience féline, le second groupe est un groupe de contrôle au système immunitaire intact. Après une infection orale par un coronavirus entérique félin, l'excrétion virale fécale a été mesurée. Le résultat montre dans le groupe de contrôle que l'excrétion virale fécale cesse ou atteint un faible niveau aux semaines 3 et 4 après inoculation. Contrairement, dans le groupe positif au virus de l'immunodéficience féline, l'excrétion reste à un haut niveau à la semaine 4. En plus d'excréter les coronavirus entériques félins sur une plus longue période, la concentration virale est 10 à 100 fois supérieure à celle du groupe négatif au virus de l'immunodéficience féline. Par ces résultats, Polland et al. Nous rappellent que le virus de l'immunodéficience féline est responsable d'une immunodéficience qui rend le chat vulnérable aux infections. Dû à la difficulté de tenir sous contrôle l'infection par les coronavirus entériques félins, ceux-ci ont la possibilité de se répliquer dans l'intestin à un plus haut titre que chez les chats sains. Ceci explique l'excrétion virale fécale élevée et durable chez les chats immunodéprimés et représente aussi un plus haut risque de mutation. Finalement, Orzinek et al. Indiquent que le virus de la leucose féline représente lui aussi une prédisposition au développement de la PIF chez les chats simultanément infectés par le coronavirus entérique félin. En se répliquant dans les cellules souches de la moelle osseuse, le virus de la leucose féline inhibe le système immunitaire cellulaire et permet ainsi une réplication intestinale illimitée des coronavirus entériques félins. Outre les co-infections, le stress dû par exemple à un déménagement, à un changement de propriétaire, à un séjour dans un refuge, à une visite chez le vétérinaire ou à une chirurgie, favorise le développement de la PIF. Toutes ces situations, pénibles pour le chat, influent sur son système immunitaire et le rendent plus vulnérable aux infections. La PIF a tendance à survenir chez les jeunes chats âgés de moins de 2 ans, voire chez les très vieux chats. Rohrer et al. Ont déjà fait remarquer que l'âge joue un rôle important, en citant que 70% des cas de PIF sont âgés de moins d'1 année. Là aussi, un système immunitaire immature ou réduit pourrait avoir son importance. Vu que la transmission des coronavirus félins se produit majoritairement de manière orofécale, l'environnement dans lequel vit le chat est de ce fait crucial. Plusieurs études démontrent que la PIF apparaît être un problème particulier chez les chats gardés en groupe, alors qu'elle ne se manifeste que très rarement chez les chats d'extérieur ou détenus à faible effectif. Ceci pourrait expliquer le fait que les chats de race sont plus sujets au développement de la PIF. De plus, leur fond génétique est plus uniforme que les chats bâtards. Encore une fois, cela aurait un impact sur le système immunitaire félin. L'immunité adaptive comprend un système immunitaire spécifique à médiation cellulaire et humorale. La plupart des pathogènes suscitent avec le temps une réponse immunitaire spécifique cellulaire représentée par les lymphocytes T. Les lymphocytes T reconnaissent les antigènes des micro-organismes de façon ciblée. Ceci permet leur activation et en conséquence la lyse directe des cellules infectées,
ainsi que l'aide à la réponse humorale. La réponse humorale, quant à elle, comprend des anticorps spécifiques à un antigène. Les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes, des cellules dérivées des lymphocytes B. Au cours de la réponse immunitaire, les anticorps ont 3 fonctions principales. Activer le système du complément, recruter des cellules immunocompétentes et se lier à l'antigène. Le rôle de l'immunité humorale dans la protection contre la PIF est ambigu. En effet, plusieurs infections expérimentales ont affirmé que la PIF survient plus rapidement chez les chats séropositifs que chez les chats ne présentant aucun anticorps contre les coronavirus félins au moment de l'infection. De nombreuses autres observations font également penser que la présence d'anticorps n'a aucune fonction protectrice et tend à favoriser à haut titre l'apparition de la PIF en faisant partie du processus d'évasion immunitaire du coronavirus. Ce processus se nomme l'Antibody Dependent Enhancement, ou ADE. En règle générale, les anticorps spécifiques à un virus jouent un rôle important dans le contrôle de l'infection virale. Cependant, dans certains cas, la présence d'anticorps s'avère bénéfique au virus. Le fait que les chats séropositifs au coronavirus tombent malades de la PIF de façon plus flagrante que les chats séronégatifs peut s'expliquer par la théorie de l'ADE. L'ADE est un phénomène dans lequel les anticorps spécifiques à un virus facilitent l'entrée du virus ainsi que leur réplication dans les cellules cibles. L'opsonisation des virus par les anticorps favorise ainsi l'infection des monocytes et des macrophages à la place d'induire la neutralisation des virus. En conséquence, les cellules phagocytaires infectées par le virus disséminent l'infection dans tout le corps. De plus, la réplication virale dans les phagocytes, des composants essentiels au système immunitaire, les endommage et les détruit. De cette façon, l'ADE contribue indirectement à l'affaiblissement du système immunitaire non spécifique et permet la formation et la déposition de complexes immunes dans les organes. Comme nous l'avons déjà évoqué, chez les chats atteints de la PIF, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline se réplique à haut titre dans les monocytes et macrophages, et est donc présent dans de multiples organes. A l'inverse, chez les chats asymptomatiques, le coronavirus entérique félin est essentiellement présent dans l'intestin. Ainsi, les monocytes et macrophages sont les cellules cibles des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et semblent être principalement infectés en présence d'une concentration élevée en anticorps. Grâce à l'ADE, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline sont phagocytés par leurs cellules cibles et se répandent dans le corps à l'abri du système immunitaire. En effet, dans le cas de la PIF, des études ont démontré que les anticorps semblent incapables d'identifier les cellules infectées et de les marquer afin d'induire leur lyse. On nous parle du processus d'intériorisation des protéines virales. Après que les anticorps spécifiques au coronavirus de la péritonite infectieuse féline se fixent aux protéines virales exprimées à la surface des cellules infectées, celles-ci sont intériorisées dans le cytoplasme. La cellule infectée est ainsi rendue invisible au système immunitaire, car plus aucun antigène viral n'est présent dans leur membrane plasmique. De cette manière, la réplication virale peut se poursuivre à l'intérieur de la cellule sans qu'elle ne soit éliminée. On insiste également sur le fait que l'intériorisation est uniquement déclenchée par des anticorps spécifiques dirigés contre les protéines de surface et membranaires qui possèdent des motifs d'intériorisation dans leur queue cytoplasmique. L'absence de protéines virales visibles dans la membrane plasmique des monocytes infectés protège aussi les coronavirus contre l'Antibody Dependent Complement Mediated Lysis, ou ADCML.
L'ADCML est la liste des cellules infectées par le système du complément lors de liaison des anticorps à celle-ci. Une fois activé, le système du complément provoque des réactions biochimiques en cascade qui terminent par la lise des cellules ciblées et contribuent à l'éradication des agents pathogènes. Ainsi, l'invasion cellulaire a principalement lieu grâce à l'ADE engendré par les anticorps dirigés contre la protéine de surface du coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Lorsque ces anticorps sont absents, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 peuvent aussi infecter les monocytes et les macrophages en utilisant l'aminopeptidase N féline comme récepteur viral qui n'est nullement impliqué dans le processus de l'ADE. Pourtant, que ce soit dans le cas d'une invasion cellulaire via le récepteur viral ou via le récepteur Fc des anticorps, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline qui entre dans la cellule cible doit à tout prix échapper à sa digestion et doit être capable de libérer son génome dans le cytoplasme. Pour ce faire, une acidification est indispensable, que les anticorps soient présents ou non. Les cytokines sont des glycoprotéines solubles semblables aux hormones qui sont principalement sécrétées par les cellules immunitaires. Plusieurs études suggèrent que les chats qui présentent une forte réponse immunitaire à médiation cellulaire ne développent pas la PIF. Inversement, les chats avec une réponse immunitaire humorale prédominante sont sujets à développer la maladie. Pour tester ces hypothèses, Kipar et al. Comparent la sécrétion des cytokines chez les chats asymptomatiques infectés par le coronavirus félin et chez les chats malades de la PIF. Comparés aux chats atteints de la PIF, les chats asymptomatiques mais séropositifs au coronavirus félin exposent un niveau d'interleukine 10 plus élevé dans la rate. Par contre, des niveaux inférieurs en interleukine 6 ont été mesurés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 10 est une cytokine essentiellement exprimée par les lymphocytes T, les cellules responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, et agit de façon immunosuppressive en inhibant la sécrétion d'autres cytokines. Il a aussi la propriété de stimuler les cellules tueuses naturelles, ainsi que la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps, ou ADCC, dans les monocytes. En évitant une activation massive des macrophages, l'interleukine 10 contribue à la suppression du virus et justifie la faible concentration virale chez les chats asymptomatiques, comparée aux chats atteints de la PIF. De plus, l'interleukine 10 a tendance à réduire l'expression de l'intégrine bêta-2, un récepteur d'adhésion cellulaire dans les monocytes. De cette manière, l'aptitude des monocytes à adhérer aux cellules endothéliales et à initier une vascularite due à leur migration est restreinte. A l'inverse, l'interleukine 6, sécrétée par les macrophages, favorise la production d'anticorps par les plasmocytes, cellules responsables de la réponse immunitaire humorale. Dans les tissus lymphatiques des chats atteints de la PIF, les niveaux en interleukine 12 s'avèrent bien plus faibles que dans ceux des chats infectés asymptomatiques. L'interleukine 12 induit la production d'interférons gamma dans les cellules tueuses naturelles et les lymphocytes T. Vu que l'interféron gamma inhibe le système TH2 dont la fonction principale est l'aide à la production d'anticorps, l'interleukine 12 contrôle la réponse immunitaire en direction du système TH1 qui stimule l'immunité cellulaire. De ce fait, Kipar et al. Suppose que le développement de la PIF pourrait être dû à un manque en interleukine 12 qui favoriserait l'activation des monocytes et des macrophages à cause d'une réponse immunitaire cellulaire trop faible. D'ailleurs,
Kiseal suggère dans une précédente étude qu'un faible niveau en facteur de nécrose tumorale alpha et élevé en interféron gamma indique une immunité contre la PIF, alors qu'une réponse immunitaire opposée favorise le développement de la PIF. Enfin, les chats malades présentent des niveaux en interleukine 1β considérablement plus élevés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 1β est principalement sécrétée par les macrophages. C'est une cytokine pro-inflammatoire et pyrogène qui va agir au niveau de l'hypothalamus lors d'une infection, afin d'induire la synthèse de prostaglandine qui sera à l'origine de la fièvre. Elle agit également au niveau de l'endothélium vasculaire, en induisant la synthèse de protéines membranaires qui seront indispensables à la diapédèse des cellules immunitaires. Finalement, au niveau du foie, elle active la synthèse de molécules de la phase aiguë de l'inflammation. Les signes cliniques d'une infection par le coronavirus félin sont extrêmement variables. Les chats infectés peuvent soit rester cliniquement sains, voire présenter quelques symptômes temporaires non spécifiques, soit développer une maladie mortelle, la PIF. Dans la majorité des cas, l'infection au coronavirus induit chez le chat une faible entérite qui se reflète en diarrhée passagère et en légère fièvre qui disparaît spontanément après quelques jours. La gravité de ces symptômes semble dépendante de l'âge du chat lors de son infection. Alors que les chats adultes ne présentent en principe aucun symptôme, les jeunes chats sont plus sensibles. Rappelons que seulement 5 à 12% des chats infectés par le coronavirus félin développent la PIF. La majorité de ces chats montrent des symptômes généraux non spécifiques, tels qu'une forte fièvre réfractaire aux antibiotiques, de la fatigue, une perte d'appétit, ainsi qu'une perte de poids. Cependant, en plus de ces signes cliniques, 2 formes principales de la maladie sont décrites. Il existe une forme humide ou effusive, caractérisée par une inflammation généralisée des séreuses et des vaisseaux sanguins, et une forme sèche ou non effusive, caractérisée par des lésions granulomateuses dans les organes. Un mélange de ces 2 formes est également possible. A priori, la forme humide naîtrait des conséquences d'une immunité cellulaire très faible. Suite à une inflammation principale du péritoine, le symptôme le plus communément reconnu de la forme humide de la PIF est une accumulation de liquide dans la cavité abdominale du chat. À cause de cette effusion, l'abdomen du chat se distend et grossit de façon considérable. Outre ce principal symptôme, des épanchements pleuraux et péricardiques peuvent également apparaître. Dans certains cas, l'effusion se restreint à la cavité thoracique et une dyspnée est habituellement remarquée. Chez les chats non castrés, l'inflammation peut aussi toucher la tunique vaginale, membrane séreuse entourant les testicules, et peut provoquer un gonflement du scrotum. Ces diverses effusions sont considérées comme le résultat d'une augmentation de la perméabilité vasculaire due à une réaction d'hypersensibilité de type 3. L'hypersensibilité de type 3 est le résultat d'une forte réponse immunitaire humorale où des complexes antigènes-anticorps se forment. Ils induisent des inflammations au site de leur formation ou de leur déposition, telles que dans les parois vasculaires. Ces complexes immunes activent également les composants C3 du système du complément qui accentuent, en plus de la migration des leucocytes, la vascularite. De plus, lors de vascularite systémique ou lors de lésions granulomateuses, Takano et al. Ont reporté que la concentration du Vascular Endothelial Growth Factor
est amplifié dans le plasma sanguin. Ce facteur est impliqué dans la perméabilité vasculaire et dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est pourquoi leur production, maintenue par les monocytes et les macrophages infectés par le coronavirus de la péritonite infectieuse féline, résulte en une perméabilité vasculaire intensifiée et par conséquent en la formation d'œdèmes et en l'apparition d'effusions accrues dans les cavités corporelles. Contrairement à la forme humide de la PIF, qui touche principalement les séreuses et les vaisseaux sanguins, la forme sèche de la PIF touche essentiellement les parenchymes. Des symptômes spécifiques dépendent des organes affectés par l'inflammation et par la formation ou le dépôt de complexes immunes. Typiques d'un stade avancé de la forme sèche de la PIF sont les symptômes neurologiques visibles chez 10% des chats atteints de la PIF. Les symptômes les plus connus sont la perte d'équilibre, l'ataxie, les crampes, l'hypersensibilité, les changements comportementaux, le nystagmus et d'autres déficits des nerfs crâniens. D'un point de vue embryologique, les yeux sont une extension du cerveau. C'est pourquoi il n'est pas rare d'observer des symptômes ophtalmologiques dans la forme sèche de la PIF. Rougeur, opacité et changement de couleur ou de forme de l'œil font partie de ces symptômes. Le foie, les poumons, l'intestin, les reins ainsi que la peau peuvent également être fonctionnellement endommagés. La présence d'un ictère illustre la participation du foie dans l'infection des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Une pneumonie pyogranulomatoeuse, chez les chats victimes de la PIF sèche, peut aussi être la raison d'une dyspnée. Concernant l'intestin, des lésions murales du côlon ou de la jonction iléo-cécale se produisent occasionnellement et peuvent être associées à une diarrhée chronique et à des vomissements. Des nœuds lymphatiques mésentériques enflés peuvent parfois être palpables et peuvent aussi faire penser à la présence d'une éventuelle néoplasie. Dans le cas où les reins sont touchés, une dilatation des reins peut également être décelable à la palpation. Dans le cadre d'une étude rétrospective, Rohrer et al. Ont noté la fréquence des différents symptômes de la PIF remarqués chez 136 chats atteints de la PIF. Ce tableau illustre leurs résultats. Le diagnostic de la PIF ante-mortem est difficile, particulièrement dans le cas de symptômes non spécifiques. Tous les résultats doivent être mis en perspective avec l'animal. Ses origines, son âge, son anamnèse et l'évolution des signes cliniques ont une grande importance. Même si les examens sanguins donnent une première indication sur le diagnostic, l'analyse des effusions dans le cas de la forme humide est plus révélatrice. L'imagerie médicale peut également aider à percevoir des épanchements dans les cavités corporelles et aider à déceler des lésions pyogranulomateuses nichées dans les organes. Tout comme les résultats d'une RT-PCR, nous verrons que l'interprétation des tests sérologiques est controversée. A l'inverse, l'immunofluorescence des antigènes viraux présents dans les effusions et l'immunohistochimie de ceux présents dans les tissus sont considérées comme les méthodes de diagnostic les plus significatives. Actuellement, la confirmation d'une PIF sèche se fait essentiellement par des méthodes invasives comme le prélèvement de biopsie pour une immunohistochimie ou une histopathologie, ou comme le prélèvement de liquide cérébrospinal lors de symptômes neurologiques. Dans la plupart des cas, un diagnostic définitif se fait par un examen post-mortem. Chez les chats atteints de la PIF, le nombre absolu des leucocytes peut autant être réduit qu'augmenté, alors qu'une lymphopénie est commune. Un nombre normal de lymphocytes est peu probable dans le cas de la PIF.
Cependant, n'oublions pas qu'une lymphopénie combinée à une neutrophilie, plus connue sous le nom de leucogramme de stress, peut se retrouver dans plusieurs autres maladies. De la même manière, une anémie non régénérative est communément observée dans le cas de la PIF, mais elle peut également être présente dans la plupart des maladies chroniques félines. En raison de l'absence d'une éventuelle anémie hémolytique, Tsai et al. Suggèrent qu'une progression de l'anémie lors de la PIF est essentiellement due à une malnutrition de longue durée et à une forte consommation d'énergie lors de la maladie. Une indication importante de la PIF est une augmentation des protéines totales sériques, principalement causée par la forte production d'anticorps lors de la PIF, les immunoglobulines. Cependant, le ratio albumine-globuline semble avoir une meilleure valeur diagnostique que le nombre des protéines totales ou des gamma-globulines dans le sérum sanguin. En effet, Hartmann et al. Rappellent que les protéines totales sont essentiellement composées d'albumine et de globulines et que si le foie est endommagé, la concentration de ces deux composants sera réduite. Selon eux, ce ratio ne doit pas dépasser 0,8 pour être significatif. Une électrophorèse du sérum sanguin révèle une hypergamma-globulinémie polyclonale et monoclonale ainsi qu'une augmentation des protéines de phase aiguë. Duty et al. Exposent que la concentration en alpha-1 glycoprotéine acide ou AGP est supérieure à 1,5 g par litre chez les cas de PIF. Néanmoins, la concentration d'AGP peut également être élevée dans certaines maladies non inflammatoires, telles qu'un lymphome ou d'autres tumeurs. L'hyperbilirubinémie et l'apparition d'ictères sont fréquentes lors de la PIF et peuvent refléter une nécrose hépatique. Toutefois, un niveau élevé en bilirubine en l'absence d'hémolyse auto-immune et de lésions hépatiques peut également évoquer une suspicion de PIF. En fonction des organes touchés par la PIF, les enzymes hépatiques, l'urée et la créatinine, peuvent malgré tout aussi être élevées, mais elles sont généralement peu utiles dans le diagnostic de la maladie. Dans le cas d'effusion, un échantillon doit être prélevé, car la valeur diagnostique de son analyse est supérieure à celle des examens sanguins. Le liquide extrait des chats atteints de la PIF est régulièrement décrit comme de couleur jaune clair, transparent à trouble et de consistance collante. La présence d'un liquide tel que décrit n'est toutefois pas suffisante au diagnostic. Il arrive que l'échantillon ait une apparence différente. En règle générale, il s'agit d'exudats avec faible teneur en cellules, car le taux de protéines est élevé, tandis que le nombre de cellules est faible. L'analyse microscopique est majoritairement composée de neutrophiles non dégénérés, de macrophages et de lymphocytes. Afin de distinguer un exudat d'un transudat, le test de Rivalta est simple, peu coûteux et surtout pratique dans les cliniques. Le test de Rivalta est particulièrement utile pour différencier les effusions de PIF des épanchements causés par d'autres maladies. Non seulement la concentration élevée en protéines, mais également celle en fibrinogènes et en médiateurs inflammatoires, mènent à une réaction positive. Le test de Rivalta se fait en déposant délicatement une goutte du liquide prélevé sur la surface d'une solution composée d'un mélange de 10 ml d'eau à température ambiante et de 2-3 gouttes de vinaigre. Si la goutte déposée disparaît comme un nuage de fumée dans l'air et que la solution redevient claire, le test est défini comme négatif. Par contre, si la goutte reste attachée à la surface ou descend lentement vers le fond du tube d'essai comme une méduse, le test est considéré comme positif. L'étude de Hartmann et al. Montre que ce test a une valeur prédictive négative de 97% et une valeur prédictive positive de 86%. Les résultats positifs
peuvent en effet être dus également à une péritonite ou pleurite bactérienne, ou même à un lymphome. Une culture bactériologique et ou une cytologie peuvent être envisagées afin d'écarter ces diagnostics différentiels. L'analyse du liquide cérébrospinal des chats présentant des symptômes neurologiques dus aux lésions qu'occasionne la PIF ne permet pas un diagnostic clair. En principe, les taux de protéines sont élevés et une pléiocytose à neutrophile avec ou sans présence de lymphocytes et de macrophages est décelable. Néanmoins, ces résultats peuvent également faire penser à une infection bactérienne. La radiologie peut principalement révéler des effusions pleurales, péricardiales ou péritonéales. Une masse abdominale peut être le résultat d'une lymphadénopathie mésentérique chez certains chats. Une hépatomégalie ou une néphromégalie peuvent également apparaître. L'ultrasonographie peut être utile pour détecter la présence exiguë de liquide abdominal chez certains chats. Elle sert aussi à évaluer l'état du pancréas, du foie, des nœuds lymphatiques et des reins. L'imagerie par résonance magnétique du cerveau peut présenter des contrastes périventriculaires, une dilatation des ventricules, une hydrocéphalie ou des granulomes chez les chats atteints de la PIF qui montrent des symptômes neurologiques. Malheureusement, il n'existe aucun test sérologique spécifique à la PIF. Uniquement les anticorps contre les coronavirus félins peuvent être mesurés. Orzinek considère les chats avec un titre supérieur à 500 comme vulnérables. Cependant, un faible titre des anticorps n'exclut pas la PIF non plus. En effet, Orzinek insiste également sur le fait que les chats qui présentent une violente PIF humide, ainsi que les vieux chats atteints de la PIF sèche, ont une faible concentration en anticorps. Cela peut être dû à la formation accrue de complexes immunes lors de grandes concentrations virales. D'ailleurs, des résultats sérologiques négatifs ou avec un faible taux d'anticorps ne sont pas rares en présence d'une forte concentration virale, qui ferait concurrence à l'antigène du test sérologique. De façon similaire à la sérologie, une RT-PCR peut seulement détecter les coronavirus félins présents dans le sang et ne peut pas diagnostiquer une PIF en soi. En 2005, Simmons et al. Ont introduit une RT-PCR basée sur la région conservée du gène M des coronavirus de la péritonite infectieuse féline afin de détecter leur réplication dans les monocytes. Même si leurs essais ont prouvé une grande sensibilité et spécificité, l'étude de Kanzana et al. A montré une faible spécificité avec les mêmes amorces de PCR. Le test s'est révélé positif chez les porteurs sains du coronavirus félin. D'autres études nous apprennent qu'il y a aussi plusieurs explications à des résultats faux négatifs au test RT-PCR, incluant la dégradation de l'ARN par des enzymes, les ribonucléases, l'échec de la transcription inverse et les variations dans les séquences de nucléotides des coronavirus félins. Alors que les coronavirus félins peuvent même être répandus de manière systémique chez les chats cliniquement sains, ce n'est que dans les cas de PIF qu'il y a suffisamment d'antigènes virales présents dans les macrophages. Le marquage par immunofluorescence des coronavirus félins présents dans les macrophages des effusions centrifugées est considéré comme un outil de diagnostic sûr. Néanmoins, il ne peut pas être appliqué aux formes non effusives ou aux échantillons trop pauvres en cellules. C'est pourquoi la valeur prédictive négative de ce test s'élève à seulement 57%, alors qu'un résultat positif détecte une PIF avec certitude. Lors d'absence d'épanchement, l'immunohistochimie localise les antigènes viraux présents dans les macrophages des organes. Tout comme l'immunofluorescence,
Le marquage ne peut pas différencier les coronavirus de la péritonite infectieuse féline des coronavirus entériques félins. Mais comme le coronavirus de la péritonite infectieuse féline se réplique plus activement dans les macrophages, des plus grandes concentrations d'antigènes virales sont remarquées. La valeur prédictive positive atteint aussi 100%. Cependant, des méthodes invasives telles qu'une laparotomie ou laparoscopie sont nécessaires à l'obtention des échantillons des tissus infectés. L'examen histologique des biopsies est communément considéré comme une méthode de diagnostic satisfaisante. Les lésions vasculaires entourées par la prolifération des cellules inflammatoires sont caractéristiques de la forme humide de la PIF. Des accumulations focales de cellules inflammatoires et des nécroses sont également typiques des lésions granulomateuses de la PIF sèche. Lors d'euthanasie des suspicions de PIF, un diagnostic exact peut se faire sur les organes touchés. Dans le cas de la forme humide, une accumulation d'exudat jaune dans la cavité abdominale est typique. De plus, des pyogranulomes et des plaques fibrineuses sur la surface des séreuses des organes abdominaux, tels que les intestins, sont perceptibles. La forme sèche de la PIF, elle, ne montre pas d'exudation. Cependant, des granulomes sont décelables dans le parenchyme des organes, comme le foie et les reins par exemple. Le présent algorithme sur le diagnostic de la PIF récapitule ce chapitre. Le pronostic d'un chat atteint de la PIF est très mauvais. En attendant des traitements ciblés contre la PIF, la réaction immunitaire fulgurante du chat malade doit être freinée car elle est la cause de la fatalité de la PIF. L'importante inflammation et la formation de complexes immunes tuent progressivement l'animal. Tôt ou tard, l'euthanasie est inévitable. Des mesures peuvent être prises afin d'éviter une transmission, voire une infection au coronavirus félin. Elles peuvent particulièrement être utiles dans les foyers comprenant plusieurs chats où la prévalence est élevée. À cause du principe de l'antibody dependent enhancement, plusieurs tentatives de vaccination contre la PIF ont échoué. À présent, il existe seulement un vaccin qui semble être efficace sous certaines conditions. Les corticostéroïdes sont habituellement utilisés pour supprimer l'inflammation et la réponse immunitaire qui s'avèrent néfastes pour le chat atteint de la PIF. Cependant, ils rendent le chat aussi plus susceptible à d'autres infections. C'est pourquoi le chat recevant ces médicaments doit également être mis sous antibiotiques afin d'être protégé contre d'autres infections. Malheureusement, à cause d'un manque d'études contrôlées, l'effet bénéfique des glucocorticoïdes sur la PIF, tels que la prednisolone ou la dexaméthasone en dose immunosuppressive, n'est toujours pas certain. Certaines études, dont celle d'Ishida et al., montrent que des chats semblent réagir positivement au traitement constitué d'une combinaison de l'interféron oméga félin et de glucocorticoïdes. La plupart des chats ont survécu plusieurs mois après diagnostic. A l'inverse, l'étude contrôlée par placebo de Ritz et al. N'observe aucun effet positif de l'interféron oméga félin. Les chats ont survécu entre 3 et 200 jours, avec une médiane de 9 jours. Ritz et al. Font l'hypothèse que la raison du manque d'efficacité de l'interféron oméga félin est en partie due à la concentration insuffisante présente dans les tissus pour avoir un effet antiviral satisfaisant. Ils évoquent aussi que les intervalles de traitement, les doses et les éventuelles interférences avec les antibiotiques peuvent avoir une influence. De plus, il est possible que la thérapie ait été initiée trop tardivement. Des traitements antiviraux employés seuls, tels que la ribavirine et la vidarabine, semblent être efficaces in vitro, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas recommandables à cause de leur toxicité chez le chat.
Les recherches in vitro de McDonagh et al. Sur l'efficacité des Small Interfering RNA ou siRNA à inhiber la réplication des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 se sont révélées fructueuses. Tous les siRNA testés ont montré un effet inhibiteur sur la réplication du coronavirus félin, allant d'une réduction du titre viral extracellulaire de 60 à plus de 95%. De plus, aucun effet cytopathogène n'a été perçu. Selon McDonagh et al., ces résultats fournissent des informations préliminaires importantes sur l'éventuelle efficacité et sécurité de ces agents thérapeutiques antiviraux à utilisation in vivo contre la PIF. Bien que l'étude utilise un coronavirus félin de type 2, McDonagh et al. Estiment que l'effet thérapeutique des siRNA sur un coronavirus félin de type 1 ne serait pas nul, car la différence majeure entre ces deux sérotypes se situe dans leur protéine à spicules, une région ciblée par aucun des siRNA testés. Ils insistent toutefois sur le fait que, dû aux fréquentes mutations du coronavirus félin qui favorisent le développement de résistance, une monothérapie avec n'importe quel agent thérapeutique antiviral n'est probablement pas suffisante pour traiter la PIF. Étant donné que nous savons que la transmission du coronavirus félin s'effectue majoritairement par voie orofécale, des mesures d'hygiène sont importantes pour réduire la concentration virale et le risque de transmission ou d'infection. La source principale des coronavirus félins est la litière des chats. C'est pourquoi il est conseillé de posséder suffisamment de bacs à litière, d'y retirer les amas de fesses le plus souvent possible, de les nettoyer régulièrement et de les éloigner des coins repas afin d'empêcher le dépôt de microscopiques particules de fesses dans les gamelles à nourriture ou dans les bols d'eau. En plus des règles d'hygiène de base, la formation de petits groupes de 3 chats maximum par pièce est recommandée. En plus de réduire le niveau de stress des chats, le risque de contracter une infection générale du foyer est aussi limité. Il est également conseillé de concevoir un accès à l'extérieur afin de permettre aux chats d'enterrer leurs excréments. Dans le cas où un chat est euthanasié en raison de la PIF, il est recommandé aux propriétaires d'attendre 2 mois avant d'acquérir un nouveau chat pour que les coronavirus félins présents dans l'environnement disparaissent. Le nettoyage des sols, des tapis et des endroits préférés du chat décédé, ainsi que la désinfection à l'eau de javel des bacs à litière et des écuelles, sont fortement conseillés. S'il y a d'autres chats dans le foyer, il est important de rappeler que la PIF survient de manière isolée en règle générale, et que les autres chats, bien qu'en bonne santé, ont probablement déjà été exposés au coronavirus félin. Ils restent donc des possibles porteurs du virus. Dans le but de prévenir une infection par les coronavirus félins dans les cabinets vétérinaires, la désinfection des mains, de la table d'examen et des instruments après toute auscultation est particulièrement importante. Addy et Jarrett évoquent aussi un mode de prévention chez le chaton nommé sevrage précoce et isolement. Il a pour objectif de permettre aux éleveurs de faire naître et grandir des chatons séronégatifs au coronavirus félin, même s'ils sont issus de femelles qui sont activement infectées par le coronavirus félin et qui l'excrètent. Il consiste dans un premier temps à isoler la chatte gestante dans une pièce propre 2 semaines avant la mise bas. Sachant que la plupart des chatons sont protégés de l'infection au coronavirus félin jusqu'à l'âge de 5-6 semaines grâce aux anticorps contenus dans le lait maternel, c'est à ce moment-là qu'ils doivent être enlevés à leur mère et être placés dans une nouvelle pièce propre. Toutefois, l'efficacité de cette méthode a été remise en question par Lutz et al.,
qui ont noté que dans toutes les portées étudiées, l'excrétion virale fécale des chatons a débuté à partir de 2 semaines seulement, remettant ainsi en question la protection des anticorps maternels contre l'infection au coronavirus félin. En effet, jusqu'à 12% des chatons sevrés prématurément et isolés ont excrété le virus à l'âge de 2 semaines. À 9 semaines, plus de 50% des chatons ont été testés séropositifs au coronavirus félin. Cependant, les cas de diarrhée chez les chatons s'avèrent beaucoup plus rares. Ainsi, le sevrage précoce et l'isolement des chatons à 5-6 semaines peut ne pas garantir en conditions réelles une complète protection face au coronavirus félin, même si nous pouvons penser qu'à la longue, il peut mener à une réduction du titre d'anticorps dans les élevages. Le but principal des vaccins est de protéger l'organisme d'une infection ou du développement d'une maladie en induisant une immunité à médiation cellulaire ainsi qu'une production systémique d'anticorps. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, l'infection au coronavirus félin se développe principalement en présence d'anticorps sur la base de l'ADE. L'ADE expliquerait les échecs de la majorité des tentatives de vaccination contre la PIF. Toutefois, un unique vaccin contre la PIF, le Primucel FIP, est commercialisé aux États-Unis depuis 1991 et depuis 1995 dans quelques pays européens. Il contient une souche atténuée thermosensible du coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 et est prévu pour une application intranasale. Il s'administre en 2 doses à intervalles de 3 semaines aux chats âgés de 16 semaines ou plus et nécessite une dose de rappel annuelle. Du fait de sa thermosensibilité, le virus ne se multiplie que dans les voies respiratoires supérieures et ne se propage pas de manière systémique dans le corps. De cette façon, le vaccin induit une forte réponse immunitaire des muqueuses au niveau de la porte d'entrée des coronavirus. Le Comité consultatif européen sur les maladies félines ne considère pas le Primucel FIP comme nécessaire chez tous les chats. Il est essentiellement recommandé sur la base d'une analyse de risque. Les chatons pourraient profiter de la vaccination s'ils entrent dans un environnement endémique et s'ils n'ont pas été exposés au coronavirus félin ou faiblement par un sevrage précoce et isolement avant leur vaccination. Malheureusement, l'infection au coronavirus félin a en principe lieu avant que les chatons atteignent 16 semaines, âge minimum requis pour une vaccination efficace. L'expérience contrôlée par placebo de Fer et al. Teste l'efficacité et la sûreté du Primucel FIP dans 2 populations félines à risque. La première population consiste en des élevages ayant eu des cas de PIF dans les 18 mois précédant le début de l'étude. La deuxième population comprend des chats âgés de moins d'1 année, qui est la catégorie d'âge la plus susceptible de développer la PIF. Les chats de chaque population ont été séparés en 2 groupes, un groupe de vaccination et un groupe de contrôle. Seuls les chats cliniquement sains, plus âgés de 16 semaines, ont été vaccinés. En début d'étude, chaque population a également été testée négative pour le virus de la leucose féline et le virus de l'immunodéficience féline. Plus de 95,6% des chats d'élevage de la première population présentent un titre d'anticorps contre le coronavirus félin supérieur ou égal à 25 au moment de la vaccination. Parmi ces chats d'élevage, le vaccin n'a pas montré d'effet protecteur significatif. Cependant, il s'avère sûr en fonction des effets secondaires et de la fertilité. De plus, aucun effet accélérateur sur le développement de la PIF n'a été prouvé.
Dans le cas des chats de la deuxième population, plus de 50% ont déjà été exposés au coronavirus félin dans leur première année de vie. Les résultats de l'étude de faits réels révèlent qu'à partir du 150e jour d'observation après vaccination, les chats vaccinés avec le Primucel FIP montrent considérablement moins de cas de PIF que le groupe de contrôle. Nous pouvons voir dans cette figure qu'ils découvrent également que les chats vaccinés avec un titre d'anticorps contre le coronavirus félin inférieur ou égal à 100 au moment de la vaccination montrent moins de cas de PIF que ceux du groupe de contrôle avec les mêmes titres d'anticorps. De plus, dans le groupe de contrôle, les chats qui présentent un titre d'anticorps contre le coronavirus félin supérieur ou égal à 100 ont un plus grand risque de développer la PIF que ceux avec un titre inférieur ou égal à 25. L'expérience de faits réels conclut que la vaccination semble efficace chez les jeunes chats qui ne présentent pas d'anticorps contre le coronavirus félin ou seulement à faible titre. Aijema et al. Obtiennent des virus modifiés vivants à travers une délétion directe des gènes 3ABC et ou 7AB d'un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2. Ils font l'hypothèse que ces gènes sont impliqués dans la virulence des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Selon eux, leur perte résulterait en des virus atténués qui induiraient une protection contre la PIF. Leurs résultats montrent en effet qu'une vaccination avec les coronavirus de la péritonite infectieuse féline démunie soit du groupe de gènes 3ABC, soit du groupe de gènes 7AB, assure une protection contre la PIF. Même si cette vaccination induit une forte production d'anticorps essentiellement dirigés contre la protéine S virale, elle n'induit pas d'ADE. A l'inverse, il est intéressant de noter qu'une vaccination avec les coronavirus de la péritonite infectieuse féline démunie des gènes 3ABC et des gènes 7AB est non seulement inefficace, mais semble favoriser l'accélération du développement de la PIF. Cependant, leur efficacité contre les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de sérotype 1 reste encore à être démontrée. Nous savons que l'immunité à médiation cellulaire joue un rôle décisif dans la protection des chats contre le développement de la PIF. Étant donné que les vaccins à ADN ont la capacité d'induire une réponse immunitaire cellulaire, leur potentiel à protéger les chats de la PIF a également été évalué. Glanzbeck et al. Ont choisi les protéines membranaires et de nucléocapsides des coronavirus de la péritonite infectieuse féline comme antigènes dans leurs vaccins à ADN. À l'inverse des protéines à spicules des coronavirus de la péritonite infectieuse féline, elles ne provoquent pas d'ADE. Malgré cela, leurs résultats ne montrent aucune protection efficace du vaccin à ADN contre la PIF chez les chatons. De plus, il prouve que l'utilisation de l'interleukine 12 comme adjuvant génétique au vaccin à ADN amplifie la susceptibilité des chats à développer la PIF, au lieu de les en protéger. À la place d'initier une immunité à médiation cellulaire comme attendu, l'interleukine 12 produit l'effet inverse en la supprimant.